Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision qui débute sans plus tarder avec Info 10, votre journal local et régional. Nous sommes le vendredi 23 février 2024 et voilà, le gouvernement assume de lorgner sérieusement sur votre épargne qu'il entend mobiliser. Une annonce faite par Bruno Le Maire ce matin qui dit, je cite, que 35 000 milliards d'euros qui dorment sur les comptes bancaires européens au lieu de faire la prospérité de la France, ce n'est plus possible. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis au Conseil des ministres des Finances à Gand, en Belgique, et je viens de pousser un coup de gueule parce que l'Union des marchés de capitaux n'avance pas. L'Union des marchés des capitaux, c'est quoi? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros, pour financer la transition climatique, financer notre effort de défense et financer les investissements dans l'intelligence artificielle. Comme les choses n'avancent pas à 27, j'ai proposé que nous avancions sur une base volontaire avec un petit nombre d'États membres pour proposer un produit d'épargne européen dans les mois qui viennent, pour proposer une supervision européenne des marchés de capitaux pour s'assurer que la régulation fonctionne bien et pour lever par conséquent plusieurs dizaines de milliards d'euros pour financer notre croissance et notre prospérité. L'Europe ne peut pas s'affaiblir économiquement comme elle le fait depuis maintenant plusieurs mois parce qu'elle n'a pas les réserves financières suffisantes. L'Europe ne peut pas rater le tournant climatique parce qu'elle n'a pas les réserves financières suffisantes. L'Europe ne peut pas manquer le tournant de l'intelligence artificielle parce qu'elle n'est pas capable de se mettre d'accord sur cette union des marchés de capitaux et de faire travailler l'épargne des Européens. 35 000 milliards d'euros qui dorment aujourd'hui sur les comptes bancaires européens au lieu de faire la prospérité de l'Europe de demain, au lieu de financer l'intelligence artificielle, au lieu de financer la transition climatique, ça n'est plus possible. C'est le sens de mon coup de gueule ce matin à Gand. Nous allons rassembler les États européens volontaires pour avancer un petit nombre d'États sur l'union des marchés de capitaux. Et notez que l'épargne des Français représente au bas mot 2 000 milliards d'euros. Retour maintenant sur l'arrivée d'Emmanuelle Wargon. La présidente de la commission de régulation de l'énergie s'est entretenue hier soir avec le président du département Guy Losbar. Bien qu'il ne soit pas en charge de la filière économique ni de l'énergie, elle tenait à le rencontrer, une espèce de visite de courtoisie. Regardez. Il y a plusieurs sujets, notamment la transition énergétique, puisqu'on sait quels sont les objectifs, notre volonté, avec toutes les énergies renouvelables possibles au niveau de la Guadeloupe. Donc, pour que les choses puissent se poursuivre et avoir les garanties au niveau donc, de la présidente, mais également concernant les déchets, puisqu'on sait qu'au-delà de traiter le problème des déchets, il faut pouvoir les valoriser, avoir un certain nombre de garanties pour que demain, à travers le CSR, que cela puisse constituer aussi un élément pour l'énergie au niveau de la Guadeloupe. Donc, en tout cas, que les conditions puissent être réunies pour intensifier la transition énergétique. Pour moi, c'est important de rencontrer les grands élus. Bien sûr, la compétence est une compétence régionale et la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle est faite avec la région et l'État. Mais c'est aussi très important d'avoir le point de vue des collectivités qui sont toutes mobilisées en réalité pour cette transition écologique. D'où le fait de voir Monsieur le Président du département. Demain, je rencontrerai des maires. Au-delà de la compétence stricto sensu, je pense que la dynamique générale du territoire vers cette transition est importante. Et après, je pense qu'il y avait aussi une volonté d'être rassuré sur l'ambition de décarbonation et l'ambition de décarbonation avec tous les types d'énergie, que ce soit bien évidemment le passage au bioliquide à la biomasse, mais aussi le solaire, mais aussi l'éolien, mais aussi la géothermie. Et puis cette question des déchets qui est un peu à la frontière de plein de politiques et pour laquelle la politique de l'énergie peut offrir un débouché pour ce qu'on appelle les CSR. Donc on a eu ces discussions qui sont des discussions à un niveau assez général, mais qui éclairent aussi la volonté collective. Et pour nous, c'est important, pour moi, pour nous, de bien sentir cette volonté collective de tous les acteurs. Dès notre arrivée, nous avons dit qu'il va falloir reconsidérer la mise à disposition donc, du foncier, puisqu'on parle d'autonomie énergétique, mais on parle aussi d'autonomie alimentaire. Donc il faut savoir
harmoniser les choses pour que nous puissions aller aussi bien vers cette autonomie alimentaire plus grande, mais en même temps garantir l'autonomie énergétique. Mais il faut dire au-delà du foncier, il y a d'autres sources d'énergie, géothermie, marine, éolien, donc qui peuvent nous permettre d'assurer cette autonomie. Et de passage en Guadeloupe, Emmanuel Vargon s'est bien évidemment rendu chez la Poule aux œufs d'or, qui est la centrale géothermique de Bouillante. Cet outil de production électrique plus propre que les centrales à fioul ou nucléaires échappe aux Guadeloupéens, mais pas au gouvernement qui s'y intéresse de très près. Les enjeux sont énormes pour l'avenir, tant sur la décarbonation que la production d'hydrogène vert. Regardez. Moi, je trouve cette visite de cette centrale très intéressante. Parce que c'est vrai que la Guadeloupe a la chance d'avoir un site de géothermie pour produire massivement de l'électricité. Et c'est vraiment un pionnier en France, que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer. Et l'avantage de cette centrale, c'est qu'elle produit à partir de l'eau du sous-sol. C'est vraiment une production renouvelable, avec tout un travail qui est fait pour optimiser l'eau qui sort des profondeurs, la vapeur et ensuite les rejets, et d'ailleurs même le fait qu'on a un petit peu d'eau qui va jusqu'à la mer au bénéfice des habitants. Donc cette centrale, elle tourne depuis longtemps, elle fonctionne bien. Nous venons à la Commission de régulation de l'énergie de valider son extension. Pour l'instant, il y a 15 MW de puissance, on va passer à 25. Donc ça, c'est un dossier sur lequel on a délibéré il y a un mois. Et ça fait toujours plaisir de venir parce que c'est pas la même chose de délibérer sur plan et puis de venir voir. Et après, la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc qui nous projette jusqu'à 2033, elle prévoit plus de géothermie. Et donc je suis là aussi pour discuter des nouveaux projets. Est-ce qu'on peut aller plus loin, dans quelles conditions? Et voilà, ça c'est vraiment tout le sujet. Il y a des projets à plus long terme. L'objectif étant, nous avons le sentiment que le réservoir d'eau bouillante au sens large nous permettra d'aller jusqu'à 50 MW installés. Eh bien, notre objectif, c'est d'aller jusqu'à 50 MW installés. Mais aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de date parce que step by step, travaillons d'abord B1 bis, arrivons d'abord aux 30 que j'ai évoqués, et puis après, nous travaillons le reste parce que c'est quand même des projets qui se travaillent sur le long terme. Mais ça arrivera, ça arrivera. Je rappelle qu'à Bouillante, nous, on a cru à la géothermie depuis les années 95, parce que je rappelle que si on ne s'était pas battu à côté de d'autres, ici, on serait sur un musée. Donc on ne serait pas, comme dit l'ancienne ministre présidente de la CRE, sur un fleuron de la géothermie, aussi bien à la Caraïbe qu'au niveau national. Donc je ne peux qu'accepter cette visite avec satisfaction. Et puis c'est aussi le moment où ça permet aux décideurs nationaux de prendre conscience des réalités des territoires. Parce qu'effectivement, la centrale géothermie, vue sur une carte, bon, c'est pas très parlant venir à Bouillante, de voir qu'effectivement, autour, il y a une population qui nécessite une attention particulière par rapport aux nuisances qui subsistent malgré tout. Une ville qui essaie de se développer et qui a besoin de ressources. Et donc, la nécessité, effectivement, de prendre conscience que quand on demandera une revalorisation de la redevance sur la géothermie, qu'il faudra en tenir compte. Et puis surtout, quand la ville, depuis tantôt, qui a demandé à rentrer au capital de la géothermie, remettra la question sur la table pour qu'on comprenne qu'effectivement c'est une nécessité. Il y a plusieurs porteurs de projets qui sont prêts à avancer dans la géothermie et on a vraiment des possibilités assez importantes. Donc il faut voir comment est-ce que les projets mûrissent. Parce qu'évidemment c'est toujours assez long entre les premières explorations jusqu'au bout du projet. Donc ça va faire partie des débats avec les élus, avec les acteurs économiques. Une centrale géothermique qui a été construite et financée, je le rappelle, par les Guadeloupéens. Le CHU de Pointe-à-Pitre, lui, lance un appel au don de lait maternel pour les bébés prématurés. On écoute le docteur Pierre-Yves Wachter, chef du service de réanimation néonatale, au micro de Solène Fèvre. On a toujours eu besoin de lait maternel pour les nouveau-nés prématurés. La situation actuelle, ce qui a changé, c'est qu'on a une période où effectivement il y a eu moins de dons, parce que c'est des dons qui sont en quelque sorte un peu en flux tendu, et du coup l'approvisionnement dépend du nombre de mamans qu'ils donnent. Cette période est rendu d'autant plus difficile que le lait de lactarium qu'on reçoit ici en Guadeloupe vient du lactarium de Marmande, qui se situe à côté de Bordeaux en France métropolitaine. Et ce lactarium va être entré bientôt en travaux. Et du coup, ils sont en train de battre un petit peu le rappel pour augmenter leur stock de lait, afin que ce lait soit transformé en poudre, afin qu'il puisse être stocké et gardé longtemps, et que nous recevons du lait durant cette période de travaux. Malheureusement, en Guadeloupe, pour l'instant, on ne peut pas faire don pour les nouveau-nés prématurés, parce qu'on ne dispose pas de cette structure de lactarium. C'est une structure qui nécessite des équipements spéciaux, de stérilisation, de conservation, d'analyse du lait, parce qu'il faut savoir que le lait de lactarium donné aux prématurés est analysé de manière très fine et répond à des normes d'hygiène très élevées.
Donc ça se fait uniquement dans certains points en France. C'est pour ça que du coup, il n'y a pas tant de lactariums que ça. Et du coup, cet appel aux dons, serait destiné à la France métropolitaine, aux mamans qui se trouvent de l'autre côté, afin qu'elles puissent faire don de leur lait qu'elles peuvent avoir en surplus. Il y a un site qui est l'association des lactariums de France. Elles peuvent chercher du coup effectivement sur Internet les coordonnées du lactarium le plus proche de chez eux, afin de connaître les modalités pour faire don. Après, cette période est censée être une période qui est transitoire. Nous retrouvons un fonctionnement, je l'espère, normal avec le lactarium de Marmande. Mais il faut savoir que par la suite, c'est un des projets de l'hôpital ainsi que du pôle par enfant. Nous avons pour projet de développer notre propre lactarium ici en Guadeloupe, afin que les nouveau-nés prématurés puissent recevoir le lait de leur maman, et aussi, éventuellement, si leur propre maman ne veut pas leur donner, le lait donné par les mamans guadeloupéennes, spécialement pour une nouveau-né prématuré, afin que nous ne dépendons plus d'un lactarium situé de l'autre côté de l'Atlantique. Et on part maintenant pour l'inauguration du City Stade d'EDL. Le plateau sportif porte le nom de Fritz Mathiazin, ancien footballeur notamment de la Red Star, qui a aussi beaucoup œuvré pour sa ville. Regardez. On a voulu mettre au honneur Fritz Mathiazin, qui a été un footballeur adhéré à Bemao, à la Red Star, au Sporting de Bemao, qui a été aussi un joueur sélectionné, qui fait du triathlon, qui fait de la course de canot à voile, vraiment un désien vraiment engagé, un ami avec qui j'ai joué au football. Nous étions stoppeurs et libéraux. Donc j'ai fait la proposition à Madame le maire, Madame Janima, qui l'a accepté tout de suite, et on a vu son émotion aujourd'hui de savoir qu'il est honoré. Mettre en avant ceux qui ont fait la Guadeloupe, ceux qui travaillent pour la Guadeloupe, que je pense pas en culture, de leur vivant, pour moi, c'est une chose très importante. On l'oublie souvent. Permettre à des jeunes de connaître qui était qui a fait pour la commune, qui s'est engagé pour la commune, et surtout avoir un exemple pour la jeunesse de demain. Donc c'est une fierté aujourd'hui, et d'ici quelques temps, c'est à Sainte-Rose où on n'aura pas un city stade, mais un futsal. Donc nous continuons les mises à disposition, les inaugurations. Il nous reste encore une bonne dizaine ou 15 à faire, mais nous sommes vraiment contents de ces réalisations en direction de la jeunesse guadeloupéenne. Comme je dis, c'est maintenant qu'on voit la hauteur, l'ampleur de cet événement. Je le dis, toujours dit, je ne m'y attendais pas. Quand on m'a annoncé la nouvelle, j'ai pris du temps pour comprendre. Et c'est dit pourquoi. Parce que moi, j'ai toujours fait sans compter. Parce que quand vous encadrez des jeunes, vous êtes avec les jeunes, vous partez, dès que vous avez les jeunes en main, ils sont sous votre responsabilité. Et je peux vous dire, j'ai pas subi, mais des choses qui m'auraient permis d'arrêter tout de suite, parce que je peux vous dire 2 ou 3 fois, la BAC est venue m'enlever sur un terrain de football, je rencontre des jeunes. Et c'est là que je disais, c'est important d'encadrer notre jeunesse pour qu'ils puissent être demain des champions du monde de leur vie. À travers cette manifestation, c'est de montrer aux jeunes les valeurs dont on parle, pour que ces jeunes voient ces valeurs en action, en fait. C'est un homme qui s'est toujours dévoué, qui a travaillé avec rigueur et qui va laisser son empreinte aujourd'hui au niveau de ce City Stade qui a été réalisé par le conseil régional sur un terrain mis à disposition par la commune et qui devra être un lieu d'échange, de rencontre, de partage entre toute la population du quartier, mais aussi au niveau des autres jeunes de la commune. Et même d'ailleurs, puisque avant l'inauguration, on a vu que certains étaient déjà là. Et maintenant, je reçois Annick Ramassamy, présidente du club Kiwanis Nord-Basse-Terre. Elle est en compagnie de Myriam Leruyer, audioprothésiste, qui animera demain donc une conférence sur bien entendre, mieux lire et bien comprendre. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Alors dites-nous tout, madame Ramassamy, pourquoi organiser cette conférence demain ? Bien, alors nous faisons partie du club Kiwanis Nord-Basse-Terre. Le club Kiwanis Nord-Basse-Terre est un club qui fait partie de la division Guadeloupe, chapeauté par le Kiwanis International. Nous avons aussi comme devise de servir les enfants du monde. Mais au-delà des enfants, nous servons tous les adultes, tout le public. Nous avons décidé d'organiser cette conférence parce que nous avons constaté qu'ici en Guadeloupe, il y a un taux d'illettrisme assez conséquent. On est autour de 20%, entre 20 et 25%. Oui. Donc, notre projet phare est la lutte contre l'illettrisme. Donc, c'est aussi dans cet objectif que nous avons décidé d'organiser cette conférence, bien entendre, mieux lire, bien comprendre. Parce qu'avec Madame
Le Rouillet, nous avons déjà organisé des dépistages auditifs. Là, demain, nous allons avoir une conférence débat avec une orthophoniste qui n'a pas pu venir. C'est Madame Graziella Napri-Bordé, qui est présidente de l'Union régionale des professionnels de santé, des orthophonistes. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui, elle a été retenue. Donc, et pourquoi mettre l'accent justement sur l'orthophonie, donc sur l'audition? Sur l'audition. Nous avons mis l'accent sur l'audition parce que si on n'entend pas bien... Et forcément, effectivement, on ne peut pas bien lire. On ne peut pas bien entendre, on ne peut pas bien comprendre. Voilà. On a beaucoup de cas. Exactement. Oui. Donc en fait, on a vraiment maintenant tous les âges. Donc en fait, du plus jeune au plus vieux, on peut avoir tout à fait. Des la pertes perte auditives. d'audition ne concerne pas uniquement les seniors à partir de 70 ans. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a fait plusieurs événements avec Madame Ramassamy, le club Kiwanis, justement, pour proposer des dépistages auditifs gratuitement à toute la population. C'est vrai, mais comment on fait pour déceler? Pour les personnes âgées, bon, on est un petit peu plus alerte, un peu plus attentif, donc on arrive à s'en apercevoir. Mais chez un jeune enfant, je ne sais pas, 8-10 ans, comment on fait pour se rendre compte qu'il a du mal à entendre? Alors on a des signes. Tout d'abord, on peut constater qu'il ne nous répond pas. Donc ensuite, à partir de 6 ans, ou même un petit peu moins, s'ils peuvent répondre, on peut faire nous-mêmes des tests d'audition. Donc je suis audioprothésiste diplômée. Donc on fait des tests d'audition. Pour les personnes, pour les enfants, moi je fais uniquement les personnes qui peuvent répondre. Donc les enfants à peu près 5-6 ans. Donc déjà il faut attendre qu'ils parlent. Exactement. Sinon il y a d'autres tests qui se font donc avec les ORL, en hôpitaux. Donc pour les enfants qui ne peuvent pas répondre. Et on a des tests qui se font aussi à la naissance. D'accord. Et si on a des problèmes d'audition, on en est où du point de vue de la science? On a des appareillages quand même qui sont assez performants? Tout à fait. Les appareils sont très performants. Maintenant, on a accès aussi au 100% santé. Donc je fais une petite parenthèse. Donc on a notre président qui a bien fait les choses. Donc en fait, avec un contrat responsable, donc avec la mutuelle, vous pouvez avoir des appareils auditifs qui sont pris en charge totalement. Donc ça, c'est vraiment... Donc à 100%, ça peut être pris en charge à 100%. Exactement. D'accord. Voilà. Donc il peut y avoir une prise en charge complète. Les appareils sont performants, de qualité. L'évolution, elle est vraiment spectaculaire. Donc vraiment, j'invite tout le monde à se dépister. Voilà. Et donc demain, conférence? Exactement. Donc en fait, le thème, c'était vraiment bien entendre, mieux lire, bien comprendre. Et c'est un sujet qui... bien entendre, tout de suite bien entendre, on pense à audition. Clairement. Le mieux comprendre également, parce qu'on peut bien entendre, mais pas forcément comprendre aussi. Et on a aussi le mieux lire, donc on verra qu'il y a une relation entre les deux. Donc d'où mon intervention. Donc c'est vrai que nous sommes au centre médical Tabanon, donc le cabinet Audimi. Et bientôt, donc on est à Petit-Bourg, et bientôt on aura une ouverture sur Sainte-Rose, dans le bourg de Sainte-Rose. Donc j'invite vraiment toute la population à se faire dépister gratuitement pour qu'on puisse assurer un parcours de soins fluide. Que ce soit les petits ou les grands. Exactement. S'ils peuvent répondre, par exemple, ils peuvent répéter des mots, reconnaître des sons, pouvoir interagir. Nous accueillons tout le monde et nous référons, si besoin, dans les hôpitaux. Voilà, on assure vraiment une facilité du parcours de soins. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait vraiment une synergie entre les professionnels de santé, que les personnes puissent être accompagnées. Parce qu'il faut savoir, c'est que les appareils auditifs, vous avez un suivi qui est de 4 ans. Donc ce qui est important, c'est que le patient se sente vraiment en confiance avec l'audioprothésiste, de façon à pouvoir discuter et qu'on puisse améliorer son audition et l'accompagner tout au long du processus. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Donc le rendez-vous est donné demain. À la médiathèque du Lamentin. À l'auditorium. À l'auditorium de la médiathèque de Lamentin de 9h à midi. Nous vous attendons nombreux. Ce sera un débat, des échanges avec les professionnels de santé, Madame Louillet et Madame Napri-Bordé qui seront présentes. Merci beaucoup en tout cas à vous deux d'être venus sur ce plateau nous parler donc de cette conférence qui se tiendra demain de 9h à 12h à l'auditorium de la médiathèque du Lamentin, une conférence sur bien entendre, mieux lire et bien comprendre. Vous aurez donc un audioprothésiste et une orthophoniste qui seront là effectivement aussi pour vous renseigner mais aussi vous conseiller. Merci encore. C'est nous qui vous remercions. Petit focus maintenant sur le nouveau service de signalement pour les animaux perdus mis en place par la Fourrière de l'Alliance. Regardez.
Il y a un peu plus d'un mois, on s'est posé des questions sur le nombre de chiens qui étaient sur les sites Facebook essentiellement ou Instagram, qui étaient perdus par les Guadeloupéens et qui n'étaient pas forcément identifiés. Comment faire pour pouvoir leur rendre ces animaux ? Suite à des conversations avec des associations de protection animale et une concertation diffuse, nous avons pensé qu'il était bon de mettre en place un service de signalement. Ce service de signalement, il est assez simple. Vous faites un mail à signalement animaux perdus 971 et gmail.com et vous envoyez votre photo avec le signalement de votre animal. Une fois qu'on reçoit, que tout est conforme, nous le mettons sur un WhatsApp et nous regardons si l'animal est en fourrière chez nous. Bientôt, et au devenir de cette application WhatsApp, nous espérons le diffuser au maximum d'associations de protection animale pour que beaucoup d'animaux qui ont perdu leur foyer puissent le retrouver avant qu'ils partent en métropole, avant qu'ils soient adoptés par d'autres. On voudrait que ce WhatsApp serve essentiellement à protéger les propriétaires d'animaux et qu'on diffuse un maximum pour qu'on retrouve un maximum de propriétaires. Alors sur un mois, on est relativement content. Maintenant, on ne peut pas être content d'animaux perdus, mais on a 30 signalements, 29 exactement, en un mois, ce qui prouve quand même que ce service est plus qu'indispensable. À l'époque, il y avait 19 ou 20 Facebook qui diffusaient les informations d'animaux perdus, etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'en diffusant une adresse mail, un WhatsApp, on peut être opérationnel et on a déjà rendu des chiens grâce à ce service. Aujourd'hui, on ne peut rendre, nous, en tant que fourrière, que des animaux à leurs propriétaires. Un chien qui n'est pas identifié, il n'a aucune valeur de propriété. Donc, si nous, on nous annonce qu'ils sont propriétaires, c'est plus facile pour nous de le rendre à cette personne en tant que propriétaire. Même si des démarches administratives seront obligatoires, mais il ne sera pas rendu à n'importe qui. Il sera rendu à la personne qui le réclame en tant que propriétaire. Et ça, c'est là où on veut aller. C'est qu'on ne peut pas, nous, donner des chiens à n'importe qui. Ça doit être qu'uniquement aux propriétaires. Donc comment faire pour faire reconnaître qu'on est propriétaire ? Le signalement, ça va nous permettre à nous de vraiment confier ce chien au propriétaire. Un reportage de Maxime Morel. Et avant de se quitter, on part pour le récap des infos majeures de la semaine. Voilà donc le récap de la semaine sur quelques infos majeures. Et pour ce qui est de la musique, on est en train de peaufiner un petit peu tout ça. Et ce qui est de la musique, on va certainement la modifier. Et moi, je souhaiterais effectivement que l'on ait la symphonie porcelaine de Vim. Ce serait pas mal. En tout cas, voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT revient lundi. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous tout le monde.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, et bien Sport 10, ce sera après la coupure pub de 19. Et avant cela, je dis bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir, bisous Maggie, j'ai bien reçu l'adresse Maggie, bonsoir à Odile Zingilé, bonsoir à Marie Rutil, bonsoir à Marie Rouana, bonsoir à Jimmy Aliard. J'avais jamais compris que c'était un jeu de mots en fait, Marie Rouana, ah my god, je viens de percuter, ça fait combien d'années, je sais même pas, lol. Bonsoir à Raphaëla Duflo, bonsoir à Viviane Coton, bonsoir à Moïse Caramel, maintenant je pense qu'à ça, bonsoir, bonsoir à Géna Gior, bonsoir à qui d'autre, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Lina Wild. Oui Maggie, tout augmente, absolument tout augmente, et quand le gouvernement, je le dis, quand le gouvernement lorgne un peu sur votre épargne, ça c'est depuis 2020 qu'il parle un peu de mobiliser votre épargne. Déjà il y avait des petites idées dans les tuyaux pendant la crise sanitaire, mais là c'est en train de clairement se dessiner. Mais si vous regardez globalement, l'inflation de toute façon est en train de mettre tout le monde à rude épreuve. Moi je dis entre guillemets un peu que tout le monde est en train de glisser gentiment vers la pauvreté, puisque juste pour maintenir son train de vie, il faut parfois doubler les sommes. Donc forcément, nous tout cas point fait, nous tout cas point gaz ces jours-là. Et je dirais même qu'on devrait peut-être arrêter de tout laisser couler comme ça, comme si de rien n'était, et qu'on pouvait payer tout ce que l'on consomme, des sommes astronomiques. Bonsoir à Raphaëla Duflo, bonsoir à Marie-André Cavaillon, bonsoir à Joyce Gabo. Oui, pour la centrale géothermique de Bouillante, il y a tout un historique, il faut le savoir, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des Guadeloupéens qui ont construit cette usine. Bon, on n'arrive pas à en jouir maintenant, n'est-il pas? La ville de Bouillante, vous l'avez entendu, essaie de se positionner justement pour entrer dans l'actionnariat de manière sérieuse, effectivement sur la centrale de Bouillante. Mais bon, à discuter. Bonsoir aussi à Joël Médard. Bonsoir à qui d'autre, bonsoir à Catherine Quérault. Bonsoir à Patricia de Normandie. Bonsoir à Marichou Ballonnade. Bonsoir également à qui donc? À Yvonne Dacour, à Perle de Caruquera, à Claudie Giraud-Girard, au général Franck Abar. Oui, c'est la musique de la Guadeloupe, donc j'aimerais beaucoup que notre nouveau petit programme la symphonie porcelaine de Vim, ce serait top d'avoir ça chaque semaine. Et bonsoir, on dit bonsoir à qui pour terminer, puisque... Videz vos comptes les gars. Ils vont pas venir et prendre... Si, attention. Si on passe en économie de guerre réellement, genre état d'urgence, tout ça, état de guerre, non, tout ça, je crois que l'État peut mobiliser 30% de ce que vous possédez. Mais je pense pas qu'il pourrait passer comme ça et juste prendre votre argent. Ça se passera pas techniquement comme ça. Mais bon, on verra à quelle sauce on sera mangé. En tout cas... On se retrouve lundi. Bisous à tout le monde. Prenez soin de vous et de vos proches. Demain, il y a mobilisation à Bas-Vendée-Haye. Il semblerait effectivement que deux vacanciers spolier une dame de 101 ans sur 9 de ses bungalows. C'est une histoire effectivement qui a été révélée donc par le LCDM d'Ubercaba, et donc un rendez-vous est donné demain à DM. Moi je conseille à tout le monde de se rendre sur place, de poser soi-même ces questions, que ce soit aux deux parties d'ailleurs, et c'est bien de se faire une idée complète. Donc n'hésitez pas effectivement à aller poser des questions. Ils seront mobilisés donc demain, ce sera à Bas-Vendée. Une bonne soirée à tous, on se retrouve lundi.